Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui dans mon séminaire le professeur Dario Mantovani qui enseigne le droit romain à l'Université de Pavie, qui s'occupe aussi de l'histoire de l'Université de Pavie et de la tradition, de la réception du droit romain aux différentes époques, y compris le XIXe et le XXe siècle. Nous avons commencé par la Grèce de Pausanias. Nous continuons aujourd'hui avec Rome et la semaine prochaine, comme vous le savez, nous aurons Francesco Zambon qui va nous parler de l'arbre théologique dans les laudes de Jacopone. Mais ce moment romain est extrêmement important. J'ai voulu vous le proposer en partant du droit, parce qu'il suffirait penser à l'étymologie, recte, dicere, donc droit, au sens le plus littéral du terme. Voilà donc déjà l'arbre juridique s'impose comme vraiment un paradigme essentiel, comme en même temps l'arbre de Porphyre. Au point de vue de la logique, nous aurons, comme vous le savez, Gabriele Lolli qui enseigne la logique à l'École normale supérieure de Pise. Dario Mantovani est spécialiste dans le droit romain et je cite simplement quelques-uns de ses ouvrages sur l'origine des libri posteriores de Labéon, et puis en italien, gli esordi del genere letterario ad edictum, donc un genre littéraire, mais il a fait très récemment aussi des articles sur la linguistique et le droit, et encore le problème d'origine dans la tradition de, on dirait aujourd'hui, porte plainte de la part populaire, dell'accusa popolare, dalla questio unilaterale alla questio bilaterale, e ancora le formule del processo privato romano. Mais je voudrais surtout mentionner le fait que, surtout dans le droit, toute tradition n'est pas innocente, et que nous vivons de la réception et de l'histoire de l'historiographie, donc ses contributions autour de Plinio Fraccaro, Contardo Ferrini, Domenico Alfenovario, professeur de droit à l'Université de Pavie au XIXe siècle, et les choses qui me sont chères, c'est par là que j'ai commencé à lire notre auteur, notre hôte, l'éloge des juristes romains dans les poèmes au troisième livre des Elegantiae de Lorenzo Valla. Les humanistes avaient une culture juridique extrêmement sérieuse, parce que pour s'opposer au décrétal, par exemple, comme Rabelais le fait admirablement, il faut les avoir lus. Donc il y a toute une tradition, surtout dans la grande période de l'humanisme, qui n'est pas suffisamment exploitée et que Dario Mantovani a très bien mise en lumière. Avant de lui donner la parole, je voudrais le remercier particulièrement parce qu'il a accepté de choisir une approche qui n'est pas, comment dirais-je, normale dans le sillon des études juridiques. Il l'a fait avec beaucoup de générosité, et je voudrais aussi fêter le fait qu'il vient d'obtenir un projet européen extrêmement important sur les nouvelles sources possibles du droit romain à partir des papyrus, c'est-à-dire d'une tradition qui se situe à cause des écoles de droit à Alexandrie et à Beyrouth, l'ancien Beyrouth, c'est-à-dire des sources nouvelles qui peuvent changer, en tout cas enrichir, les données de base de notre tradition. Et nous en avons besoin un peu partout. Nous sommes en train de rechercher des pistes qui puissent nous permettre de retrouver
l'unité profonde de la Méditerranée que les Phéniciens, les Grecs, les Romains avaient établie avec des difficultés, avec des guerres, mais enfin en retrouvant une parfaite koinonia, hein, des civilisations, de la tradition des textes, de l'écriture, etc. Donc, cette recherche, ces papyri, promettent vraiment de changer le panorama, et donc je suis ravi de lui donner la parole et de nous permettre de profiter de sa sagesse et de ses recherches. Donc je vais m'asseoir pour recevoir Je remercie vivement Monsieur le professeur Ossola pour cette invitation. Comme il l'a dit, le droit romain, c'est une discipline ancienne, c'est-à-dire pas seulement projetée dans l'Antiquité, mais elle a été étudiée pour 2 siècles et c'est une des disciplines qui ont besoin d'un questionnement nouveau. Et pour cela, le thème du séminaire qu'il a proposé m'a poussé à poser des questions que je n'avais pas envisagées. Et donc, c'est pour cela que je suis très, très heureux, très reconnaissante pour cette occasion. Et bien sûr, je vous remercie de bien vouloir m'écouter. Le discours juridique n'a pas souvent recours aux métaphores parce que le trope est une subversion du sens propre des mots et les droits n'acceptent pas facilement les subversions. D'autant moins les subversions du langage parce que c'est grâce à la certitude des mots et aux liens qu'ils imposent à l'interprète que le droit assure ou tente d'assurer sa prise sur le monde. Déjà Quintilien indiquait les juristes comme les intellectuels qui, à Rome, avaient le plus à cœur le sens propre des mots. Il est rare, pensait-il, que les juristes romains consentent à la métaphore. Et quand cela arrive, il fait du bruit. Dit Quintilien, souvent une métaphore met les choses sous un plus beau jour. C'est le premier des textes que je vous ai distribué. Et cela est si vrai que le jurisconsulte eux-mêmes, qui s'attache le plus à la propriété des termes, ose dire que le rivage est là où la vague va jouer. Regardons de plus près cet exemple. Dans l'esprit du juriste, il s'agissait d'un juriste nommé Aquilius Gallus, qui travaillait au 1er siècle, il était un contemporain de Cicéron, l'auteur de cette métaphore. Dans l'esprit du juriste qu'il a façonné, cette métaphore avait une fonction définitoire. Chaque définition, au sens étymologique du mot, trace une limite, definitio, finis, limite. Ici, la définition remplit sa fonction presque au sens physique, parce que cela traite vraiment d'établir la limite du rivage, qui est considéré en droit comme un sol commun et ne peut pas être l'objet d'une appropriation privée à Rome comme de nos jours. Donc, il faut savoir jusqu'où ils s'étendent. Cela nous frappe que pour tracer avec précision une ligne sur la terre, la plage, une métaphore soit utilisée, un mode d'expression laissant toute liberté à l'imagination. Mais, à bien y penser, c'est précisément l'objet en question, le rivage, qui élude la délimitation rigoureuse. Comment définir une portion de terre qui, par nature, est mobile, dépend du mouvement de la mer, des marées et des saisons. Voilà que le langage des juristes, en se faisant pour une fois, une rare fois,
en précis, s'adapte en réalité le plus possible à son référent réel de façon quasi mimétique. En cas limite, pourrions-nous dire, comme l'est le rivage, espace amphibie entre terre et eux. Deux indications nous sont ainsi données: que la métaphore se trouve rarement chez les juristes et que la forme de leur discours dépend non de la recherche d'un effet expressif, mais de la nécessité de réduire le monde, la nature aussi, à des concepts qui soient partagés et qui permettent ainsi la communication sociale. La jurisprudence est une façon de penser. Je serais heureux si je réussissais à vous donner cette perception aujourd'hui en utilisant le point de vue suggéré par le thème général du séminaire. Et le titre de mon séminaire peut dès lors, je pense, être compris « Arbre à penser ». Pour les juristes, les arbres sont des objets à penser qu'il faut construire à travers la pensée et le vocabulaire. Comme l'a bien dit Alain Suppiot, dans l'univers symbolique qui est propre à l'homme et au droit, tout est artefact. Le droit doit coller à la réalité pour la régir efficacement, et pourtant il fonctionne comme un monde qui se structure en créant ses propres objets. Et le fait que les arbres dont je dois vous parler soient des objets apparemment simples, qui semblent avoir une évidence naturelle, rend l'exemple encore plus révélateur face à l'épreuve de la conceptualisation. D'un autre point de vue, deuxième point de vue du séminaire, pour les juristes, les arbres sont aussi des objets pour penser, qui aident à comprendre et à se souvenir. Donc, notre séminaire embrasse deux brèves parties, et je vous promets une pause entre l'une et l'autre, liées à ces deux dimensions, et c'est dans la seconde partie que nous nous rapprocherons de nouveau de la dimension métaphorique par laquelle nous avons commencé. Le type de source changera également en fonction de la perspective abordée, et c'est pourquoi le parcours ira des textes pour aboutir aux images. Commençons par les premiers aspects. Penser les arbres. Entrée dans le monde du droit, la nature aussi est redéfinie en fonction des valeurs que le droit protège. Parler du néant éloigne du néant, a écrit Carlo Ossola. Et en effet, lorsque le droit parle de la nature, il s'éloigne de la nature. Et les arbres deviennent arbores iuris, les arbres du droit. Au préalable, quelques informations sont nécessaires. Le droit romain dit plusieurs mesures à la protection des arbres. La principale est celle qui punit la coupe illicite des arbres d'autrui, déjà sanctionnée par la loi des 12 tables au 5e siècle avant Jésus-Christ, comme le rappelle Pline, c'est le deuxième texte. Les lois antiques avaient pris aussi les arbres sous leur sauvegarde. Les 12 tables défendaient de couper injustement les arbres d'autrui sous peine d'une amende de 25 A pour chaque pied. Plus tard, la peine, qui était fixe, 25 A, c'est la mesure de monnaie archaïque, la peine fut aggravée au double de la valeur des arbres. Et comme on le voit ici, l'illicite qui était puni était la coupe furtive, disaient les juristes romains, des arbres, c'est-à-dire lorsque les arbres sont coupés à l'insu du maître et en se cachant de lui. En ajout à cet interdit spécifique, la coupe était punissable par l'action générale de dommages injustes au bien d'autrui, selon la loi Aquilia, d'où tire encore son nom la responsabilité extracontractuelle dite aquilienne, pouvait également être appliquée en recours appelé interdictum quod vi aut clam,
qui imposait une remise en état ou d'indemniser tout acte accompli avec violence ou en cachette sur la propriété d'autrui. On va le rencontrer d'ici peu. Cela ne nous intéresse pas ici d'entrer dans les détails. Il suffit de signaler que la présence de 3 possibilités, je vous en ai énuméré 3 possibilités pour un même fait, la coupe illicite des arbres, est le résultat de la sophistication du système juridique romain, non de sa primitivité. Et il est significatif de cette complexité qui réfléchit la sensibilité à l'équilibre des intérêts, qu'inversement, le droit romain prévoit aussi la possibilité de couper, non pas d'interdire de couper, mais de couper l'arbre d'autrui s'il penche sur notre maison. Le texte 3 dit « l'édit du prêteur est conçu ainsi, si un arbre s'étend de votre maison sur celle de votre voisin et que vous ne voulez pas l'arracher, je défends que vous vous opposiez à que le voisin l'arrache et le garde pour lui. » Donc, il faut empêcher que notre arbre se penche sur la maison d'autrui et si nous ne voulons pas l'arracher, le prêteur s'interpose et garantit que notre voisin peut l'arracher. Et je pense que cela ne vous étonnera pas de savoir que l'article 672 du Code civil français emploie presque les mêmes mots pour la même situation. Cette règle fait entrevoir que les arbres sont protégés, mais non par respect de la nature et de l'environnement, mais plutôt un hommage à la propriété. On protège les arbres en tant que valeur économique, ou dans le cas inverse, on protège une maison menacée par les arbres. Pas de respect non plus pour les arbres gênants, ceux qui obscurcissent le soleil. Une règle permet de couper à 15 pieds des hauteurs, soit à 4 mètres et demi, l'arbre qui fait de l'ombre à notre bâtiment. La lumière aussi est un bien précieux qui a son poids, le poids de la lumière, sur la balance des intérêts en conflit. Voilà donc un aperçu du droit romain des arbres. Si le droit s'occupe des arbres, il faut d'abord établir ce qu'est un arbre pour le droit. J'ai essayé de le comprendre à travers la lecture des textes extraits des écrits des juristes romains qui ont œuvré entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère et qui nous sont parvenus pour la plupart par le biais d'une anthologie rédigée sur l'empereur Justinien au VIe siècle, le Digeste. Son nom même fait référence au fait qu'il y a eu une sorte d'organisation, d'anthologisation des extraits des juristes romains qui ont été réduits en nombre, simplifiés et rédigés dans un corps. Dans le Digeste, nous ne trouvons pas de définition intentionnelle de l'arbre, c'est-à-dire par la spécification d'un certain nombre de prédicats qui définissent la catégorie. Par exemple, l'arbre est une plante lignifiée, terrestre, dont le tronc ne se ramifie qu'à partir d'une certaine hauteur. C'est une définition intentionnelle. Rien de cela. On peut trouver tout au plus des définitions extensionnelles par énumération, c'est-à-dire où l'on discute si une certaine espèce de plante rentre ou non dans la notion d'arbre, par exemple les vignes, qui appartiennent du point de vue botanique, maintenant on le sait, à la catégorie des lianes, mais que le juriste place souvent dans la catégorie des arbres, car du point de vue de la valeur économique, les vignes méritent une tutelle très efficace. Donc on les place dans la même catégorie des arbres. Ce n'est pas l'arbre dans son naturel qui intéresse aux juristes. Il procède en récréation de l'objet en termes juridiques, qui aboutit à l'identification de l'arbre avec le fond. Pour les juristes, l'arbre fait corps avec le fond. Il n'est rien d'autre qu'une part du terrain.
On le voit bien dans l'exemple que nous allons lire. Nous le lisons avant de le commenter, le texte 4. Quintus Mucius écrit, Quintus Mucius scribit, Dominus fundi depredio arbores stantes vendiderat. Les maîtres d'enfants avaient vendu des arbres encore sur pied. Il en avait reçu le prix et refusé d'en assurer la délivrance. L'acheteur demandait au juriste ce qu'il avait à faire et craignait, il pensait, il était de l'opinion, il craignait qu'on ne pût dire que la propriété de ces arbres ne lui appartenait pas. Pomponius, lorsque les arbres sont attachés au terrain, leur corps n'est pas séparé du fond. Par conséquent, l'acheteur ne pourra pas réclamer les arbres comme lui appartenant en propriété, mais il pourra intenter l'action de l'achat. Commenter ce texte revient avant tout à en observer la structure. Le passage montre bien comment le droit romain s'incorpore à sa littérature. C'est le fruit d'un travail intellectuel au fil de l'écriture. Le passage est tiré d'une œuvre de Pomponius, juriste qui a vécu au milieu du IIe siècle de notre ère. Pomponius a commenté l'œuvre de Quintus Mucius Scaevola, consul en 98 avant Jésus-Christ, donc un juriste qui avait vécu environ 250 ans auparavant. Pomponius reproduit un extrait de Quintus Mucius, notez le scribit, c'est le signe qu'il emprunte à un passage entier, c'est une citation littérale. Puis il exprime Pomponius, après, il exprime son opinion personnelle. Voilà que cette page abrite un présent dilaté dans lequel les juristes dialoguent entre eux comme s'ils étaient contemporains. Cela suppose qu'il y ait une forte cohérence argumentative, qu'il n'y ait pas de ruptures fréquentes, comme c'est par contre le cas dans le droit contemporain. Il paraîtrait drôle de commenter aujourd'hui une sentence émise à l'époque de Louis XV comme si elle était le droit en vigueur. En somme, le droit romain est avant tout le produit d'un raisonnement. C'est pour cela qu'il n'y a pas de rupture, parce que ça évolue, mais d'une façon toujours discursive, dialogique, donc sur un fond d'arguments qui sont pareils, voisins, sinon il n'y a pas de dialogue possible. En somme, le droit romain est avant tout le produit d'un raisonnement. Il donne l'exemple d'une telle conversation, l'accord non violent de l'écoute et de l'échange de paroles, que Carlo Ossola encore a indiqué comme l'un des paradigmes de l'esprit néo-latin et qui en effet a été nourri aussi du contact de l'Europe médiévale et moderne avec les textes du digeste. Nous voyons bien le problème abordé par nos deux juristes. Les arbres ont été vendus avant d'être abattus. Ils sont encore debout. L'acheteur peut seulement agir pour obtenir que le propriétaire coupe les arbres et il peut demander la remise des arbres coupés en application du contrat de vente. Mais il ne peut pas soutenir, lorsqu'ils sont encore debout, il ne peut pas soutenir que les arbres sont déjà à lui, en sa propriété. Pourquoi ? Notez la réponse. C'est quasiment un énoncé philosophique de la physique. Lorsque les arbres, dit le juriste, en latin c'est arborum que in fundo continentur non est separatum corpus
a fundo, non est separatum corpus a fundo. Lorsque les arbres sont attachés au terrain, leur corps n'est pas séparé du fond. Est-ce vraiment un énoncé ressortissant de la physique? Non, c'est un postulat juridique. Le terrain a, du point de vue du droit, la qualité d'attirer à soi tout ce qu'il y est adjoint artificiellement, comme une maison, ou naturellement, comme un arbre. Le propriétaire du terrain devient propriétaire de tout ce qui accède au terrain. Donc, les arbres forment juridiquement en tout avec le terrain, une propriété séparée n'est pas concevable. Par conséquent, il n'est pas possible de s'envisager les arbres comme des corps autonomes. Les juristes utilisent le langage de la physique pour construire leur propre physique. Une fois établi les postulats, on peut en tirer les corollaires. Le texte de Gaius 5, si je plante dans mon terrain un arbrisseau appartenant à autrui, l'arbre m'appartiendra. Donc, si je plante un arbrisseau à autrui dans mon terrain, il est à moi. Le juriste qui parle, il s'appelle Gaius. Il est un juriste très important de la moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Au contraire, poursuit-il, si je plante dans le terrain d'autrui un arbrisseau qui est moi, l'arbrisseau est à lui. Bien entendu, il faut dans les deux cas que les racines de l'arbre aient poussé, car avant cela, il ne cesse pas d'appartenir à l'ancien propriétaire. Ainsi, un arbre placé à la limite des deux fonds, dont une partie des racines aura poussé sur chaque terre, devient commun au propriétaire. Et Martianus, un autre juriste en dialogue, ajoute-t-il, à proportion de la place qu'il occupe sur chaque terrain. C'est encore le principe de la section. L'arbre déraciné et replanté dans un autre terrain devient la propriété du nouveau terrain. Une conception juridique avec une base naturaliste. Ce sont les racines qui transforment l'arbre en part du terrain, en le rendant un corps unique, indistinguable. Ce n'est plus un arbre, c'est le terrain même. Approfondissons le même principe avec un autre texte. Si quelqu'un, pour établir une saulée, a planté en terre des baguettes de saule et qu'avant que les racines aient poussé, elles soient coupées ou arrachées, Pomponius a écrit avec raison. Vous voyez, Pomponius, il n'y a pas ici un dialogue très, comment on peut dire, développé, mais il y a un signal de dialogue. Pomponius a dit avec raison, c'est-à-dire le juriste que nous rappelle les mots de Pomponius dans son commentaire en passant, c'est-à-dire il y a un dialogue vivant dans ce texte. Pomponius a écrit avec raison que l'on ne peut pas intenter l'action à raison d'arbres coupés, puisqu'aucun arbre ne peut être ainsi dit s'il n'a pas pris racine. À bien y regarder, nous assistons ici à une sorte de paradoxe. Pomponius dit que l'on peut parler de l'arbre seulement au moment où ses racines se développent. À partir de ce moment, il est possible d'agir avec l'action de 12 tables que nous connaissons pour la coupe illégitime des arbres. Mais c'est aussi le moment où, justement, à cause des racines, l'arbre n'est plus autonome et devient juridiquement tout un avec le fond. Et il faut admettre que déjà les rédacteurs de 12 tables, c'est une notation un peu, je dirais, subtile à faire, mais il faut admettre que déjà les rédacteurs des 12 tables au 5e siècle avant Jésus-Christ ont dû voir ainsi les choses. Car c'est pour cela qu'ils ont donné une action spécifique
pour la coupe illégitime des arbres. Autrement, les arbres, étant indistinguables du fond, n'auraient pas pu être protégés en tant que tels. Nous pouvons avancer d'un pas en suivant la chaîne des concepts. Les arbres aussi bougent parfois. Le texte 7. Un arbre arraché jusqu'à ses racines et planté sur le fond, arraché jusqu'à ses racines et planté sur le fond d'un autre, appartient à son premier maître jusqu'à ce qu'il ait pris racine. Lorsqu'il a pris racine, il appartient par accession au fond où il est planté. Et si l'on arrache de nouveau, je m'arrête ici avant de continuer. Alors, donc, le cas. Un arbre arraché jusqu'à ses racines et planté sur le fond d'un autre, nous le savons, appartient à son premier maître jusqu'à ce qu'il a poussé ses racines. Donc, je prends un arbre d'enfant, je le plante dans mon terrain. Au moment où il pousse ses racines, il appartient à moi, parce qu'il est incorporé, il devient une partie de mon terrain. Mais si on l'arrache de nouveau, donc on coupe ses racines, on a cet objet qui est et qui n'est pas au même temps un arbre, à qui appartient-il? Alors, c'est cette sorte de questions qui surgissent de la lecture des textes du droit romain. Et on est toujours pris par un certain vertige devant ces questions, parce que lorsqu'on lit le texte du début jusqu'à la fin, tout est parfait, parce qu'on comprend très bien, mais lorsqu'on s'arrête avant de la réponse du juriste romain, on est pris par un certain... comment on peut dire, désubication, on ne sait pas où l'on est, et comment on peut répondre à cette question. À qui appartient-il cet arbrisseau? Le juriste dit, parce qu'il y a ici, vous voyez, il y a deux propriétaires sur le fond, en question, possible, deux candidats. Le premier propriétaire, le deuxième. Mais maintenant, l'arbre n'a plus un rapport avec l'un à l'autre. Alors, la réponse du juriste est il n'appartient pas à son premier maître, c'est-à-dire il appartient au deuxième, car il est vraisemblable qu'alimenté par une autre terre, il est devenu un autre. Il y a un changement d'identité de l'arbre. Alors, nous pourrions encore une fois y voir une théorie physique, car nous savons qu'Aristote donnait une grande importance à l'élément terre dans la description des plantes. Et c'est l'arrière-pensée aussi de la métaphore de l'autochtonie transmise par Pausania qui donne son nom au cours, le végétal et le modèle de l'homme. Cependant, encore une fois, c'est une physique qui est fonctionnelle au raisonnement juridique. L'arbre déraciné reste la propriété du dernier propriétaire, car, avant tout, c'est la façon plus sûre de régler les conflits. Je le dis très simplement, c'est une question économique, on peut dire, parce que vous pouvez vous imaginer si cet arbre un peu irréquiet avait été planté dans un premier fond, dans un deuxième, dans un troisième, le quatrième, il n'y a pas deux candidats, mais il y en a quatre. Alors, comment peut-on décider? Voilà, c'est le dernier. Mais alors, ce n'est pas la terre qui fait l'arbre, ce n'est pas la terre qui change l'identité de l'arbre, c'est la propriété qui le change. C'est le fait d'avoir été incorporé dans la propriété, cette dernière propriété, qui constitue, je dirais, son statut juridique d'appartenance. Donc, pourquoi le juriste emploie ici
cet appel à la nature, à la terre, je dirais c'est vraiment une métaphore. C'est une métaphore pour rendre visible et très concret je dirais une transformation qui est très abstraite. Dire qu'un arbre prend son statut juridique de la propriété, c'est une façon très abstraite, très technique de s'envisager les choses, tandis qu'en disant la terre fait l'arbre, donc tout le monde a cette image bien dans sa mémoire. Donc, ce n'est pas une métaphore, je dirais, expressive, c'est une métaphore qui aide à concevoir la transformation juridique. Je suis presque arrivé à la fin de cette première partie de mon parcours et vous avez présenté l'interdictum quod viot clam en vous disant on va le revoir d'ici tôt. Alors l'interdit quod viot clam est un ordre du prêteur, du magistrat, auquel nous avons recours lorsque quelqu'un a entrepris un quelque ouvrage sur notre terrain par la violence ou clandestinement. Par exemple, il a creusé un trou dans notre terrain. Le prêteur dit « J'ordonne que vous rétablissez les ouvrages dont il s'agit et que vous avez fait par la violence ou clandestinement. » Vous rétablissez. Rétablir signifie que les choses soient rétablies de manière à ce que le demandeur se retrouve dans le même état où il eût été si son adversaire n'avait pas entrepris l'ouvrage. Alors, c'est l'ordonnance du prêteur, mais maintenant il faut l'appliquer, l'interpréter, et les juristes, le premier pas des juristes, c'est de dire, nous le lisons dans le texte 8 d'Ulpien. Ulpien, c'est un juriste, un très haut fonctionnaire, préfet du prétoire au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Le juriste Ulpien dit « Quoique la formule de l'interdit quod viot clam soit conçue d'une manière fort étendue, parce que la formule dit qu'il ne faut pas faire des choses à l'insu du maître, très étendue, cependant l'interdit n'a lieu que pour les actes commis sur enfant. » Donc c'est une interprétation stricte le point de départ. Mais ayant précisé qu'il ne s'applique qu'au fond, maintenant la question est qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'est faire quelque chose sur un fond? Parce que nous faisons presque tous nos actes, nous les accomplissons avec nos pieds par terre, seulement parfois on ne les a pas par terre, mais je dirais le fait est qu'il faut dire qu'est-ce que c'est un fond, faire quelque chose sur un fond. Alors ainsi il dit, Ulpien, celui qui touche aux fruits n'est pas soumis à cet interdit. Si quelqu'un envole des fruits qui sont sur un arbre, parce qu'il ne fait point un nouvel ouvrage sur le fond. Cependant, celui qui coupe des arbres, des roseaux, une saulée, est soumis à cet interdit parce qu'il met la main à l'œuvre sur les terrains et dans un certain sens sur le sol même pour l'endommager. Donc, s'envoler un fruit, ce n'est pas toucher le fond, mais couper une branche d'un arbre, c'est faire quelque chose sur le fond. Il en est de même de celui qui coupe les vignes. Alors, pourquoi ça? Parce que le fruit n'est pas une partie constitutive de l'arbre, seulement accidentelle, destinée à tomber, donc ce n'est pas une partie du sol. Celui qui s'en empare est un voleur, bien entendu, oui, mais il ne touche pas le sol. Les arbres ne se volent pas, parce que les arbres sont un meuble. C'est comme dire voler un fond. C'est juridiquement absurde.
c'est la même chose d'un arbre, on ne peut pas le voler. On peut voler les fruits. Donc il y a encore une fois cette identification de l'arbre avec le fond. Mais Ulpien, en procédant dans son discours, et c'est la fin de ce parcours à travers les arbres que nous devons penser, Ulpien, en procédant dans son discours, change maintenant d'objet, il s'envisage un édifice. Bien entendu, faire quelque chose en endommageant un édifice, c'est tomber sous cet interdit, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il arrive si quelqu'un touche aux tuiles d'un édifice? Si quelqu'un a enlevé les tuiles qui couvraient une maison, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il a touché le sol ou non? Ulpien dit oui, il est soumis à cet interdit. Il donne la motivation. Car, dit-il, on se servira de cet interdit contre celui qui aura emporté les branches des arbres. Alors, vous voyez le raisonnement, il dit comme on se sert, nous venons de le voir, de cet interdit pour punir celui qui a coupé les branches d'un arbre, alors donc c'est la même chose si quelqu'un a enlevé les tuiles d'une maison. C'est l'analogie qui entre en jeu à ce point. Les tuiles du toit sont comme les branches des arbres. Donc l'arbre devient la métaphore du bâtiment. L'arbre est le modèle du bâtiment, pourrions-nous dire. Mais, à vrai dire, pour les juristes aussi, le végétal est parfois le modèle de l'homme, pas seulement du bâtiment. Et donc, notre parcours va se tourner vers les images. Mais avant de passer à la seconde partie et avant de faire une petite pause, il faut dresser un bilan. Nous venons de voir que le droit opère avec les arbres en fonction de sa logique particulière. Nous avons vu comment les arbres peuvent, en fin de compte, servir pour penser des autres objets, comme les bâtiments. Et j'ai parlé de métaphore, la métaphore du bâtiment. Donc, faut-il conclure que Quintilien se trompait lorsqu'il disait que les juristes n'ont pas recours à la métaphore? Je vous avoue, je ne doute jamais du bien fondé des jugements des anciens. Quintilien, je pense, il avait raison. Les juristes n'ont pas recours à la métaphore en sens expressif, en sens ornemental. Mais oui, il l'emploie en sens argumentatif, celle du quatrième type de la classification d'Aristote, la métaphore par analogie. La base est la même, la similitude. La solution juridique par analogie est créée à partir du circuit dans lequel deux phénomènes semblables sont mis en communication entre eux. Alors donc, pas de métaphore expressive, mais oui, métaphore argumentative, et oui, métaphore lexicale, nous entrons dans le domaine de la catacrèse. Comme les juristes doivent parler des notions abstraites, l'action, la peine, le devoir, ils ont souvent recours à des mots connus pris hors de leur signification propre, pour ne pas encombrer des vocabules artificiels et pour rendre une notion abstraite plus accessible. Ils disent par exemple, le débiteur peut se libérer de l'obligation. Et vous voyez ici en jeu la métaphore du lien. Au départ, il s'agit bien entendu d'un usage presque métaphorique, et donc les historiens de droit s'interrogent, est-ce que ça a été en langage métaphorique ou est-ce que les débiteurs étaient vraiment liés à l'aube de temps et d'où vient la notion d'obligation? Vous voyez que l'histoire juridique a un statut textuel très très fort, parce qu'on ne connaît presque rien
du début de l'histoire du droit. Et donc, on reconstruit l'histoire à partir du présent du droit. Alors, donc, pour notre usage, nous disons que c'est une métaphore, mais quelqu'un a dit très justement, à mon avis, le juriste finit immanquablement par oublier l'instant où les termes qui figurent dans son jargon s'y est transporté en venant d'un autre champ. La métaphore s'endort et devient catacrèse. C'est-à-dire, on perçoit plus la vitalité de la métaphore. Les deux niveaux, celui de l'analogie sur le plan argumentatif et celui du plan lexical, peuvent se croiser. Je crois qu'on peut s'expliquer ainsi pourquoi la métaphore prend la direction que nous avons vue, celle de l'arbre à l'édifice. L'exploitation du fond est en premier lieu naturelle par l'agriculture, par rapport à laquelle le bâtiment a une forme dérivée, aussi historiquement plus tardive. Les fruits naturels, les fruits est la métaphore plus répandue en droit pour symboliser toutes sortes de revenus, y compris les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles. C'est l'idée gardée dans l'article 582 du Code civil où l'on lit « L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, les fruits industriels, soit civils. » Donc, les juristes façonnent leur métaphore gardant l'esprit et réalité socio-économique sous-jacente. Et c'est pour cela que l'arbre est le modèle du bâtiment, parce que c'est la première forme d'exploitation du terrain. Mais si nous suivons le fil de la catacrèse, nous parviendrons aussi à l'homme. Nous commençons, ce sont les deux derniers textes que je lis avant de nous arrêter pour 5 minutes. Le juriste Gaius, auteur que nous avons déjà vu, auteur de manuels très répandus, c'est le seul texte qui nous est parvenu hors du digeste, sauf les débris des papyrus dont le professeur Rossola a parlé auparavant. Donc nous avons le texte entier de Gaius. Il dit, c'est un cas très simple mais très malheureusement répandu, il y a un cas de succession et il y a le défunt qui a un fils, il a deux neveux, deux petits-fils qui sont nés d'un autre fils qui est mort avant lui. Donc il a un fils d'une part et deux petits-fils d'une autre part. Alors Gaius dit, et comme il convenait d'appeler à hériter les petits-fils et petits-filles, les arrière-petits-fils et les arrière-petits-filles, la succession à la place de leur ascendant, le père est mort, il a paru convenable de diviser la succession par souche et non par tête, de manière que le fils ait les moitiés de l'héritage et les deux ou plusieurs petits-fils par l'autre fille, l'autre moitié. Donc, il y a 3 personnes ici, mais on ne partage pas par 3, on partage par 1, le fils, et l'autre moitié, on la partage en 2, on l'attribue à une moitié aux 2 petits-fils. Et on appelle les 2 petits-fils souches, c'est-à-dire c'est le début d'une famille. Alors, vous voyez, le texte latin, c'est joli parce qu'il y a cette opposition entre, il dit, hereditatem dividi, on partage l'héritage, non in capita, non par tête, caput. Caput, c'est, encore une fois, je pense, je ne veux pas me tromper, c'est une métonymie, parce que, synédoque, parce que l'homme est nommé par sa tête, en tout cas c'est un homme, caput, mais par souche. Alors vous voyez, ici se touche le champ de l'homme et le champ du végétal.
dans l'usage des juristes, c'est devenu un terme qui n'a pas en valeur sentimentale, je dirais. On le trouve encore une fois dans le vocabulaire juridique moderne, dans le code civil, français, italien. Et pour apprécier la réticence, pour ainsi dire, à la métaphore des juristes, nous pouvons par contraste voir comme la métaphore végétale vivant dans le discours d'un avocat, un des plus habiles de l'Antiquité, Fronton, le représentant le plus considérable de la culture païenne à son époque auquel fut confiée l'éducation de Marc Aurèle. Donc il écrit justement, au même temps, on peut dire qu'ils étaient au travail dans le même jour que Gaius. Ils sont tout à fait contemporains. Alors, un certain Volumnius fut exclu du Sénat de sa cité, Concordia, au nord de l'Italie, pas loin de l'actuelle Venise. Cette exclusion jetait sur lui une infamie indélébile. Fronton se tourne vers Arius Antoninus, le magistrat responsable de l'exclusion, et plaide la cause de Volumnius dans une lettre magnifique que Fronton lui-même définit plus comme le plaidoyer d'un avocat que comme la lettre d'un ami. Parmi ses arguments, Fronton soutient que l'ignominie de l'expulsion du Sénat frappe non seulement Volumnius, mais fait retomber le déshonneur sur toute sa famille. Alors, nous la lisons très rapidement. Le déshonneur n'est pas le même lorsqu'un homme seul est frappé d'ignominie que lorsqu'il est noté dans famille dans une maison pleine d'enfants et de petits-enfants, et que la souillure de son infamie entache et déshonore en même temps beaucoup de gens. Plusieurs lois instituent des châtiments pour que nul ne coupe l'arbre Félix, l'arbre heureux. Quel est cet arbre? Et la félicité de cet arbre, cela va de soi, c'est un arbre fécond et fertile, les branches chargées de baies et des fruits. Il ne se trouvera personne pour appeler les joncs ou les roseaux, aussi grands qu'on voudra, heureux. Et pourtant, est-il plus juste que les fruits et les baies soient considérés comme un honneur, une protection pour les arbres, que les enfants, les petits-enfants pour les hommes? Fronton rappelle les nombreuses lois qui punissent celui qui coupe un arbre heureux. Il fait certainement allusion au 12 tables, à la norme que nous connaissons, qui était probablement rédigée ainsi: si qui arborem felicem succiderit, viginti quinque pene sunto. Félix a la même racine que fetus, fecundus, fécond. Le législateur archaïque a donc utilisé ce terme dans son sens premier. Les arbores felices sont ceux qui portent des fruits, au moins des fruits comestibles. Il s'agit probablement d'une notion qui s'entrelace avec des valeurs religieuses. Les arbores infelices, malheureux, sans fruits ou qui donnent des fruits noirs, étaient sous la tutelle des divinités infernales. Il est clair que l'avocat Fronton saisit l'occasion offerte par cet adjectif pour jouer sur le sens. Si Félix est un arbre fécond, productif et chargé de baies et de fruits, Fronton le compare à l'homme Félix, à l'homme avec des enfants, de petits-enfants, comme c'était le cas pour Volumnius, son protégé. Si la loi des 12 tables protège l'arbre fructifère, à plus forte raison, dit-il, la loi devrait protéger un homme avec une descendance. La lex s'offre, la loi des 12 tables, le droit, s'offre de façon quasiment involontaire comme point de départ d'une métaphore, qui a toutefois une efficacité dans un procédé juridique. Ainsi prend corps devant nous, je dirais, la métaphore de l'arbre juridique. Et c'est une métaphore dont nous avons vu les premiers germes dans un discours d'un juriste, la souche dont parlait Gaius, et d'un avocat qui, dans un procédé juridique, exploite la métaphore de l'arbre heureux. Alors donc, dans notre deuxième partie, d'ici à 5 minutes, s'il vous plaît, nous allons voir à travers un parcours par image si on peut vraiment attribuer aux juristes romains l'invention de l'arbre généalogique.
Merci.